Hey, salut! Bienvenue sur Indécent Podcast, c'est Fred. Vous êtes dans la 15e carte blanche biblio, dites donc déjà. Ça passe vite, ça aussi, hein, ces petites cartes blanches. A priori, vous avez l'air d'aimer ça, donc bah écoutez, on va remettre le couvert régulièrement. Et cette fois-ci, ben, on va parler plutôt voilà, bande dessinée, illustration. Et comme vous avez pu le comprendre, ben, je ne vais pas être tout seul, puisque je vais être accompagné d'un collègue de Geekpoa, à savoir Petit Jean. Comment vas-tu, mon ami? Très bien, ça va bien. Je suis ravi de participer à tes cartes blanches et puis d'avoir des invités de talent et de prestige. Ouais, comme je te disais, de toute façon, je pense qu'il y en aura vraiment beaucoup d'autres dans un futur proche, donc on aura de quoi bien s'amuser et puis passer au grill nos invités. Et du coup, on va recevoir notre invité d'aujourd'hui. Quand vous verrez cette émission, sachez que ça a été enregistré fin novembre, hein, comme ça au moins vous savez tout sur les coulisses de l'émission. Donc on retrouve tout de suite Monsieur Régis Lejon. Bonsoir, comment Et ça va? bonsoir, bonsoir. Alors donc du coup, on se retrouve aujourd'hui donc pour parler donc du projet, Les 9 vies extraordinaires de la princesse Gaïa, qui est paru donc il y a déjà quelques mois chez, Little Urban. Et puis on parlera bien évidemment du projet en cours, actuellement en financement sur Ulule qui s'appelle Les Balnéaires. On se le garde pour la fin de cette petite émission. Donc on va commencer par la première question, la plus traditionnelle, qui est: qui es-tu? Que fais-tu? Quelle est ta vie? Comment es-tu arrivé dans l'illustration? Tout ça, en même temps. Ah, alors oui, donc moi je suis illustrateur, hein. Donc illustrateur, c'est mon métier depuis bientôt 30 ans, principalement en édition jeunesse, c'est-à-dire que je fais des albums qui sont destinés a priori aux enfants. Et je dis a priori parce que moi je fais des albums qui s'adressent de manière équivalente aux enfants et aux parents, des albums dits pour grands. Je suis arrivé à ce métier par le hasard de la vie, d'une rencontre amicale d'une amie qui m'a présenté à l'auteur illustrateur qui s'appelle Olivier Douzou, qui m'a proposé un texte et d'en être illustrateur à une époque où je me dessinais pas à l'illustration mais plutôt à la peinture. Et ce chemin, cette porte qui m'a été ouverte, m'a tellement correspondu que je ne me suis plus jamais arrêté d'être illustrateur depuis, particulièrement sur les livres. Et là, on est 30 ans plus tard et depuis, j'ai développé d'autres projets, j'ai rencontré beaucoup de monde dans ce milieu-là, que ce soit des auteurs, des éditeurs, et j'ai commencé à réfléchir, à faire des livres peut-être autrement, à mettre d'autres dimensions, de trouver des alternatives. Et Gaïa, les 9 vies extraordinaires de Gaïa, est sans doute à ce jour le projet le plus, on va dire, le plus ambitieux, le plus grandiose qu'on ait fait. Bon, on va peut-être. Je montre rapidement le livre et puis on va faire un petit feuilletage, effectivement, pendant que tu présentes le projet et sa Oui. particularité. Hop, je vais montrer comme ça d'abord. C'est vrai que c'est un. Ouais, il y a un peu de surexposition, je suis désolé. Mais c'est vraiment un bel ouvrage, un grand ouvrage Mmh. Oui. qui fera un très très beau cadeau étant donné qu'on approche des fêtes de Noël. Et Oui. puis, je te laisse nous présenter un petit peu rapidement ce bel ouvrage, de quoi il s'agit et de quoi il est question. Oui. Alors en fait, moi, j'ai fonctionné avec une envie de lecteur, pour être très simple. Envie de pouvoir lire une grande histoire, une histoire pleine de rebondissements, d'aventures, pleine d'ingrédients, une espèce de blockbuster de l'édition, et qui sont des histoires qui me manquent aujourd'hui, que peut-être j'ai pu croiser quand moi j'étais enfant, et qui n'existent plus tellement dans le paysage éditorial aujourd'hui pour plusieurs raisons, parce que ça coûte très cher de faire des livres comme ça, que en plus créer un collectif d'auteurs rend économiquement le livre impossible pour les auteurs. Enfin bon, tout ça pour dire que j'avais une sorte, c'est pas une frustration, le désir de voir s'il était possible de faire un livre un peu hors norme. Et pour ça, dans un premier temps, j'ai pensé à des autrices et des auteurs. C'est-à-dire que moi, étant illustrateur, d'habitude, les projets me parviennent avec des autrices et des auteurs qui ont écrit leur histoire. Et à ce moment-là, moi, je découvre l'histoire et je vais m'inscrire dans le projet en tant qu'illustrateur. Avoir une démarche inverse, c'est-à-dire en tant qu'illustrateur, aller chercher des auteurs et leur proposer d'inventer une histoire un petit peu sur mesure est quelque chose déjà d'atypique. Ça se pratique pas, ça se pratique pas. Et ce livre arrive à un moment, comme je le disais tout à l'heure, on va dire de ma carrière, parce que je connais
pas mal d'auteurs et d'autrices, et notamment j'ai pu identifier ceux qui pouvaient se joindre à cette aventure. Donc l'origine du projet, c'est une envie, une grande histoire et une envie de la créer avec des personnes particulières, des autrices et des auteurs dont je connais à la fois et j'apprécie la sensibilité littéraire, leur style, leur sensibilité, et que je connais humainement, et que je savais que avec eux, cette aventure humaine pouvait être belle et légère à vivre. Alors pour ça, il a fallu trouver un principe. Le principe s'est imposé assez rapidement. Il y a eu évidemment des embryons d'idées qui ont évolué, que bon, je ne vais pas forcément vous faire le détail, mais au départ, est-ce qu'on crée une collection autour d'une image que j'avais réalisée, une image qui était commune à tous les auteurs, à qui j'avais distribué la même image en leur disant qu'est-ce que cette image vous inspire librement pour l'écriture. Et j'avais imaginé que ce qu'ils réaliseraient ferait l'objet d'une collection de livres très différents. Ça aurait pu être un album pour enfants illustré, un petit roman, une petite bande dessinée peut-être, en fonction des sensibilités des auteurs. Et puis ce projet a évolué en me disant il faut que ce soit un seul livre. Et à ce moment-là, pour que ce soit un livre collectif et qu'il y ait un lien, il y a eu cette idée d'un personnage qui se prénomme Gaïa et qui va avoir la possibilité, suite à un sortilège, de vivre 9 vies extraordinaires. Le titre, en fait, les 9 vies extraordinaires de la princesse Gaïa. Donc, qu'est-ce qui peut permettre, même si on est dans quelque chose évidemment, on va dire de l'ordre du merveilleux, du fantastique, qu'est-ce qui peut permettre de penser ou de croire à la possibilité de 9 vies pour un personnage? Et quel est le sortilège qui pourrait permettre ça? Et ce sortilège, en fait, cette possibilité d'octroyer des vies supplémentaires, on a attribué ce pouvoir-là à la mort, à la figure de la mort, la figure emblématique de la mort, le squelette, la grande faucheuse, quoi, d'une certaine manière. Mm. Et donc, la première autrice qui a une responsabilité importante dans le livre, qui est Guylaine Roman, a eu comme responsabilité d'inventer ce sortilège, c'est-à-dire l'origine de ce sortilège, qui est le premier chapitre de la Gaïa, qui est la naissance de Gaïa, la première naissance de Gaïa, qui ne va hélas pas vivre très longtemps, puisque cette pauvre petite, évidemment, est le prix à payer d'un pacte qu'a passé sa mère avec la mort. Je ne raconterai pas pourquoi. Et la mort sera attendrie pour la première fois de sa longue carrière par le sort de cet enfant innocent, et qui lui permettra de vivre une vie supplémentaire, à la manière d'un chat, d'une certaine manière. Voilà comment le projet est né. Et à partir de là, j'ai distribué les rôles à travers des images que j'ai destinées à chacune et chacun des autres auteurs du livre, en leur imposant un siècle particulier, une culture, c'est-à-dire un lieu graphique dans lequel chacune de ces vies s'exercerait. Et donc Gaïa va vivre 9 vies dans 9 siècles différents. Naissance à l'époque du Moyen-Âge, sa dernière vie, on dira à notre époque, au XXIe siècle, même si l'environnement de sa vie est un peu hors du temps, puisqu'elle passe, voilà, on voit l'image, elle se passe au Mexique, dans le monde des Yaquis, qui sont des Indiens qui vivent dans les terres mexicains. C'est une histoire de chamanisme, de choses comme ça. Donc à la fin, ça fait une espèce de livre, une épopée, on va dire, qui permet au personnage d'être tour à tour pirate, le vaudou haïtien, le chamanisme mexicain, l'étrangeté aussi, le merveilleux, d'histoires de fées, enfin, énormément de choses qui normalement sont pratiquement impossibles à mettre dans une même histoire, mais qui là ont été permises, sachant que chaque auteur s'est emparé de cette image. Donc tu as embarqué dans ce projet 9 autrices et auteurs. Pourrais-tu nous les présenter brièvement et comment se sont fait les rencontres? Est-ce que tu les connaissais avant? Est-ce que tu avais entendu parler de leur travail? Comment se sont-ils laissés convaincre? Alors je les connaissais tous, ça c'est une évidence. Il y en a avec qui j'avais déjà travaillé, avec qui on a déjà fait des livres ensemble. Guylaine Roman, que je citais tout à l'heure, en est une. Thomas Scotto. J'essaie de faire dans l'ordre. La bonne moitié, on avait déjà travaillé ensemble. Les autres, on se connaît, on se fréquente, enfin on se fréquente. On se croise à l'occasion de salon du livre, hein, pour dire la vérité, et on
on est des copains, on va dire. Et puis on apprécie mutuellement notre travail. Ça, c'est aussi un préalable important à avoir envie de travailler ensemble, hein, c'est d'avoir une appréciation du travail des uns des autres. Eux, entre eux, tout le monde ne se connaissait pas forcément très bien, tout le monde s'identifiait, hein, il n'y a pas de problème, mais il y en a qui ne se connaissaient pas, qui ne s'étaient jamais rencontrés entre auteurs. Je les ai vraiment choisis chacun par rapport à leur singularité littéraire, c'est-à-dire à leur style et à leur sensibilité, pour bien connaître leur travail. Ceux avec qui j'avais jamais travaillé, on se disait depuis longtemps qu'on avait envie de faire quelque chose ensemble, tout simplement. Et c'est ça aussi qui fait que j'ai pensé à eux. Et il fallait également, comme je l'évoquais tout à l'heure, humainement, puisque c'est une aventure, je les ai emmenés sur un terrain que je vous raconterai par la suite à faire ce livre, qui n'est pas du tout un terrain habituel, vous avez compris. Et il fallait, c'est une forme d'aventure éditoriale, et il fallait qu'humainement, je sache que c'était des personnes qui allaient vivre de manière assez simple, parce que comme vous savez, dans le monde des artistes et des créateurs, il y a des personnes qui peuvent être un peu compliquées, anxieuses, et ça, dans une aventure collective, c'est pas forcément, ça n'a rien à voir avec leur talent, hein, ça a à voir avec leur nature et leur tempérament. Et il fallait que ce soit simple, que ce soit vécu de manière simple, en confiance et avec enthousiasme, voilà. Et ces personnes remplissaient un peu toutes ces cases dans le fond. C'est pour ça que j'ai pensé à elles. Dans le détail, il y a donc Guylaine Roman, il y a Alex Cousseau. Alors Guylaine, elle écrit, je vais les prendre un par un, elle écrit beaucoup de l'album et depuis peu des romans jeunesse. Et dans l'album, elle invente des formes qui sont autour du conte. Elle a une espèce de maîtrise de la forme du conte. Alex Cousseau est plutôt, alors lui, il fait beaucoup de choses, des albums, mais aussi des romans pour grands, à la frontière des romans adultes. Et c'est quelqu'un qui, dans son travail de romancier, crée des histoires qui ont énormément de souffle. Moi, j'adore, c'est quelque chose un peu épique, des aventures. Il aime beaucoup le roman d'aventure. Thomas Cotto, avec qui j'ai travaillé, lui, des formes, des romans simples, des textes de la poésie, également des textes d'albums. Et il a une grande sensibilité, une écriture très poétique. Anne Jonas, elle également écrit sous la forme du conte. Alors elle est à la mi-chemin entre Guylaine Roman et Alex Cousseau, c'est-à-dire qu'elle écrit sous la forme du conte des histoires assez épiques, des aventures. Elle a une écriture qui est très percutante, on va dire. Ensuite, je continue dans l'ordre de mémoire. Il y a Fred Bernard. Et Fred Bernard, alors lui, principalement pour l'album, et il est dessinateur et illustrateur, et dessinateur de BD notamment. Scénariste, hein, il écrit ses histoires. Et c'est quelqu'un également qui aime beaucoup écrire des aventures. Il est très connu pour son duo qu'il fait avec un grand illustrateur qui s'appelle François Roca, où ils sortent des grands albums d'aventures, également historiques. Et j'avais jamais travaillé avec lui, mais on se disait depuis longtemps qu'on avait envie de le faire. Et puis enfin, par la suite encore, il y a Annie Agopian avec qui j'ai déjà travaillé. C'est elle qui nous emmène dans cette histoire à Saint-Domingue, actuelle à Haïti. Et alors elle, par exemple, c'est la première fois qu'elle écrit une histoire. Elle écrit plutôt des textes et elle est plutôt d'albums, hein, jeunesse. Et elle est plutôt orientée vers les textes poétiques depuis quelques années. Elle est plutôt tournée vers la poésie. Après elle, il y a, c'est un peu long, hein, mais après elle, il y a Anne Cortet qui écrit à la fois des albums et des romans et qui a une espèce de folie dans son écriture, à mon sens, quelque chose qui n'appartient qu'à elle, qui est assez poétique aussi. Et puis Cécile Roumiguière qui écrit à la fois des romans jeunesse et des albums, qui elle elle est, je vais pas dire caméléon, mais elle est capable de passer d'univers à l'autre. Elle a un sens de l'adaptation et puis elle est très aventurière. Ce genre, j'avais jamais travaillé avec elle non plus, mais ce genre d'aventure, je savais que c'est quelque chose qui me plairait. Et enfin, Henri Meunier, avec qui j'ai longtemps, alors qui est peut-être celui avec lequel j'ai le plus travaillé, et à qui j'ai attribué La dernière vie d'Aya, qui est quand même aussi un texte avec une responsabilité un petit peu supérieure, comme la première, puisque la première et la dernière vie vont tendre l'arc global de la destinée du personnage. Donc, ces textes ont une responsabilité, on va dire, supplémentaire aux autres. Et lui d'emblée, je voulais inclure en fait cette aventure, c'est-à-dire finalement la dernière vie et donc la mort du personnage.
Et il a fait ça de manière brillante, à mon sens. Et c'était intéressant de l'emmener sur ce terrain sur lequel il n'était pas forcément à l'aise au départ. D'accord. Et est-ce que justement tu avais déjà une idée d'avance pour chacun des autrices et des auteurs à qui tu attribuerais quelle illustration? Est-ce que tu savais sur quel siècle ou quel thème les emmener ou ça s'est fait de manière spontanée? Alors à la fois, ça s'est fait de manière spontanée, c'est-à-dire que moi, à partir du moment où je les ai approchés, déjà sur le principe, hein, est-ce que c'est quelque chose qui vous fait envie, hein, et à Oui. partir, et quand j'ai eu leur réponse et que j'ai créé des images pour chacun, c'est en créant l'image que, de manière très instinctive et spontanée, je comprenais à qui elle était destinée. Voilà. Donc je n'ai pas listé les auteurs en disant Guylaine, ce sera ça, etc. J'ai fait les images très librement. Comment j'ai fait ces images? J'ai mis au centre de ces images un personnage féminin qui serait Gaïa et j'ai créé une image qui moi me faisait rêver. Euh, L'Amazonie, tribu indienne, un conquistador au milieu de la forêt amazonienne avec une indienne d'Amazonie, une image de piraterie, genre personnage reine des pirates, entouré de, de ruffians terrifiants autour d'elle, etc., etc. Donc j'ai fait l'image d'abord avec le plaisir de les concevoir, avec le plaisir mental qui rejoint, moi, ce qui me lie au dessin depuis l'enfance, c'est-à-dire de raconter des histoires en dessinant, une espèce de voyage intérieur. Je les ai fait comme ça. Et une fois que je les ai fait, je me suis dit, tiens, celle-là, elle irait bien pour un tel, celle-là, elle irait pour un tel. J'ai créé les liens entre l'image que que j'ai inventée et les auteurs qui étaient sollicités. Ce qui a amené certains à les emmener sur un territoire sur lequel ils n'étaient jamais allés. Pour comprendre, je parlais d'Henri sur le chamanisme mexicain. C'est quelqu'un qui n'est absolument pas attiré et intéressé par ce genre de thématique. Et pourtant, il a dû s'y intéresser par la force des choses. Et en s'y intéressant, il a découvert des choses qui l'ont nourri d'une certaine manière. Mascoto, je l'ai emmené sur les dernières créatures de la mythologie, sur le merveilleux, et pas du tout quelque chose qui fait partie de son monde d'écriture. Donc certains, j'ai pu les emmener ailleurs et ça leur a permis d'explorer de nouvelles choses. Pas dans leur style d'écriture, mais dans leur création d'histoire, tout simplement. Et tu nous disais aussi, du coup, que les illustrations qu'on retrouve dans l'ouvrage qui est paru donc, au mois d'octobre, début octobre dernier, que les images que tu avais envoyées aux auteurs et le résultat final, ce ne sont pas les mêmes choses. Alors, du coup, je vais vous mettre au fur et à mesure les différentes images d'origine, Oui, à comparer avec celles oui. de l'ouvrage. Donc, du coup, je commence dans l'ordre. Hein. En fait, Tu me dis un petit peu. ouais, voilà. Bah, celle-ci n'est pas dans le livre, mais une image Ouais. un peu équivalente que dans le livre. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a des images qui ont pu trouver leur place dans le livre à la fin. Et puis d'autres sont des images de déclenchement. Je savais dès le départ que celle-ci n'est pas dans le livre. Je savais dès le départ que ces images, celle-ci non plus, etc., allaient déclencher, Celle-là, oui. allaient déclencher des idées. Et que par la suite, bah, je reprendrai disons, mon rôle d'illustrateur pour pouvoir illustrer pleinement les textes qu'ils ont écrits. Celle-ci se retrouve dans le livre, par exemple. Alors, un peu Ouais. modifiée, mais dans la structure très proche. Celle-ci aussi, un peu modifiée. Donc, je dirais qu'il y en a 3 ou 4 cette série-là qui ont trouvé d'une certaine manière leur place. Et les autres, pas du tout. Celle-là, Et celle-ci, qui est donc dernière vie, si je tenais à ce qu'elle soit dans le livre, parce que elle correspond totalement à la première idée d'Henri sur la dernière vie, qui était une conversation avec la mort, entre le personnage de Gaïa et la mort, qui se présente sous ces atours de Catrina mexicaine, c'est-à-dire de figure de la mort, les élégantes, hein, comme ça s'appelle là-bas, et les Catrinas. Et donc, c'est un dialogue, principalement, qui s'instaure entre la mort et le personnage. Est-ce qu'on pourrait parler des étapes de travail, puisque c'est un peu compliqué tout ça.
Tu réunis ton équipe, Oui. tu fais des illustrations qui sont des illustrations de déclenchement parce que, comme on a vu, elles sont pas soit dans les livres ou un peu différentes dans l'ouvrage. Mais après, il faut quand même tout le monde écrit de son côté, il faut qu'il y ait une cohérence en termes de style ou de structure. Comment on gère tout ça? Comment on arrive à avancer dans un travail d'écriture à 18 mains, en fait, plus une paire de mains pour l'illustration? Oui, c'est ça. Et ben c'est ça qui est drôle, c'est qu'on défriche. Personne, on n'a jamais fait ça. Aucun d'entre nous n'a jamais fait ça avant. Moi, je pense que je tenais à ce que chacun soit libre d'écrire absolument ce qu'il voulait. Il y avait suffisamment de contraintes dans ce que j'imposais aux auteurs pour ne pas en rajouter avec toi, il faut qu'à ce moment-là, il se passe ceci, cela. De scénariser la destinée globale du personnage. Ouais, c'était Donc d'abord la chacun a contrainte de été très place. libre de le faire. C'est surtout la Après, contrainte on de s'était place pour fixé l'ouvrage. oui, c'est ça. On s'était fixé un nombre de signes minimum et maximum Hmm. qui donnait un espace d'écriture qui correspond à on va dire à chaque fois à peu près une grosse nouvelle littéraire, hein, pour se donner Ouais. une idée, ou un tout petit ou un très court roman. Chacun a donc défriché et écrit de son côté. Et de là, forcément, s'est posé la question des nœuds narratifs, justement, sur la destinée globale du personnage. C'est-à-dire que, ok, chacun a écrit son histoire, s'est tempéré du personnage, avait pour mission de raconter non seulement une vie, mais que chacune des vies est extraordinaire. À quel moment de la vie du personnage déclenche l'extraordinaire? Parfois c'est dans l'enfance, parfois c'est plus tard. Chacune et chacun avait liberté de le choisir. Et également liberté de raconter ou pas la mort du personnage dans son chapitre. Euh, on la voit, en tout cas, on connaît la mort du personnage, on va dire, dans 3 de ses vies sur les 9. Non, dans 4 de ses vies sur les 9. Sa première vie, sa dernière vie, et 2 à l'intérieur pour laquelle la mort du personnage avait une valeur symbolique importante dans l'histoire. Pour les autres, ce sont des points de suspension, c'est-à-dire qu'on peut prendre le personnage à un certain moment de sa vie, avec des points de suspension, l'histoire et l'extraordinaire de sa vie est racontée, et on quitte le personnage avec des points de suspension. Il n'y avait pas obligation pour les auteurs de raconter la naissance, la vie, la mort du personnage 9 fois. C'était pas ça. C'était d'inventer l'extraordinaire de chacune de ses vies. C'était ça qui est important. Une fois qu'il a écrit la première mouture de son texte, il a fallu qu'on se rassemble. On est tous éclatés géographiquement, hein, évidemment, donc il a fallu un point qui nous permettait de nous rassembler, et on a bénéficié du soutien de l'ALCA, qui est l'Agence régionale du livre en Nouvelle-Aquitaine, qui nous a permis de nous retrouver dans un lieu qui s'appelle le Chalet Mauriac, qui est un lieu de résidence d'écriture, mais qui est généralement destiné à des démarches individuelles d'auteurs qui viennent sur un projet postuler pour pouvoir faire une résidence d'écriture dans ce lieu-là. Avec intervention en milieu scolaire et tout. Oui, voilà, exactement. Et là non plus, on entrait dans aucun clou puisqu'on est 10. Donc, et que le Chalet Mauriac contient 5 chambres, pour donner juste le truc. Mais on avait besoin d'un lieu. Donc, ça a été organisé, on a été accompagné par l'ALCA qui nous a permis de prendre en charge notre déplacement, notre hébergement pendant 3 jours, et nous ont permis d'accéder à ce lieu-là à un moment où il n'y avait pas de résident, bien sûr, pour qu'on puisse se retrouver avec nos éditeurs et déceler les nœuds narratifs qu'avaient justement les écritures séparées des différents chapitres. Ça a été extrêmement intense, c'était absolument indispensable, et on est sortis tous de là à la fois faisant aussi pleinement connaissance les uns avec les autres pour ceux qui ne se connaissaient pas, à commencer par nos éditeurs, parce que ce projet-là, et ça je pourrais dans le détail, a à la fois été fabriqué avec une alternative participative en partenariat avec une maison d'édition qui s'appelle Little Urban, qui fait partie d'un grand groupe éditorial qui s'appelle Média Participation. Et pour le coup, dans l'équipe d'édition, que 2, Henri Meunier et moi, à avoir travaillé avec Little Urban. Les autres ne connaissaient pas, alors connaissaient la maison d'édition, et les éditeurs connaissaient ou identifiaient les auteurs, mais
n'avaient jamais travaillé ensemble. Donc, au Chalet Mauriac, on s'est retrouvés, non pas tous les 10 auteurs, finalement, on était 8 parce qu'il y en a 2 qui n'ont pas pu venir. Donc, on était 8, plus nos 2 éditeurs, qui sont Audrey Latalerie et Julien Boulextex, qui est l'occasion de les rencontrer et eux de nous rencontrer. Alors, pour l'anecdote, ils étaient un peu flippés, nos éditeurs, parce qu'ils ont dit, oh là là, on arrive dans une bande de copains, là, est-ce qu'on va se faire croquer tout cru? Ils ne savaient pas trop, parce qu'eux non plus n'ont jamais vécu ça. C'était nouveau pour tout le monde, c'est ça qu'il faut comprendre dans une aventure comme ça. Et l'intensité de cette rencontre, avec l'objectif de déceler les nœuds narratifs pour pouvoir monter en fait, la grande histoire chapitrée, a été beaucoup plus simple que personnellement j'imaginais. Je pensais qu'il y aurait eu plus de problèmes. Et ils se sont résolus assez simplement en faisant les lectures simultanées en fait, à la suite de chacun des chapitres et en réagissant de manière collective en tant cela. Et ça nous a permis de lisser, de lier. Moi, je savais très bien qu'il y avait le lien de l'illustration qui, de toute façon, allait cimenter un petit peu l'ouvrage. Mais je ne savais pas trop comment on allait. Est-ce qu'il était nécessaire de lier les textes, de quelle manière? Cette résidence et cette réunion nous a permis de comprendre et de clarifier les choses très, très simplement finalement. Et à partir de là, il y a une confiance globale, je dirais, qui est vraiment le ciment a pris fortement autour du projet suite à cette résidence. Ciment à la fois pour les auteurs et aussi pour nos éditeurs. Ça s'est concrétisé véritablement à cette occasion. Ça fait comme une espèce de gros cadavre exquis sur 3 jours de façon très intensive, si je comprends bien. Un petit peu, quoi. Hein. Alors, le cadavre exquis serait en fait, un cadavre exquis, c'est qu'on écrit et on laisse la suite reprise par l'auteur suivant, qui laisserait la suite de ce qu'il a écrit à un auteur. C'est pas tout à fait ça, ce qu'on a fait, parce que chacun, finalement, il y a quand même un cadre, a écrit et chacun s'emparait librement de son histoire, sans forcément avoir connaissance ou allusion au chapitre précédent. Ça, c'était pas du tout une obligation et c'était peut-être même pas souhaitable. Alors, on a partagé des histoires. Moi, je les recevais, en fait, comme je suis un peu au cœur du truc et à l'origine. Chaque autrice, chaque auteur, quand elle avait écrit sa première version, envoyée pour lecture, et puis moi, je la partageais. Libre à chacun de la lire ou pas, de s'en servir ou pas. Ça, c'était vraiment à chaque auteur de jouer avec ça. Et là, ce qui s'est joué lors de notre réunion c'était il y a pile un an pratiquement, puisque là on est fin novembre et c'était au 15 novembre 2022 cette histoire. Et là vraiment, c'est ce que je disais, je trouve que le projet dans sa création et dans sa construction s'est solidifié à ce moment-là, s'est cristallisé à ce moment-là avec des directions et une confiance à la fois sur l'intégralité du projet pour les auteurs, pour l'illustrateur, mais aussi pour nos éditeurs. D'accord. Il y a eu des surprises, ils ont été surpris en voyant ce que les autres avaient fait, la manière dont ça pouvait se répondre, ou la manière dont certains devaient revoir peut-être éventuellement leur copie en se disant « Oh mon Dieu, ah oui, ça va pas du tout, il faut que je refasse tout ». C'est les trop pliés, non? Il n'y a pas eu de soucis? Alors en fait, moi, premier à chaque fois, même si je les avais choisis, même si je savais vers qui je m'adressais à l'origine de ce projet, il n'y a pas un texte qui ne m'est pas surpris. Pas un seul. Ils m'ont tous surpris. Et ils m'ont tous ému. C'est-à-dire, pour dire les choses, c'était au-delà de mes espérances. Non pas que mais elles étaient élevées, hein, mes espérances en plus. Et là, ce que j'ai reçu était au-delà de mes espérances. L'une des choses très particulières et très surprenantes qu'il y a eu dans ces textes quand je les ai lus, ce sont aussi des échos qui se sont produits d'un chapitre à l'autre. Des résonances qui finalement, si on les étudie bien, dépassent le simple propos du livre et correspond à une perception de l'histoire de la femme dans notre histoire, c'est-à-dire le mariage arrangé, le mariage forcé, peut-être une forme de maltraitance. Et ce qui fait de ce personnage de Gaïa, à travers chacune de ses vies, un personnage d'une extraordinaire résilience,
d'un courage, une espèce de super-héroïne à elle seule. Quand on accumule les 9 vies de ce personnage pour en faire le portrait, à la fin, d'une certaine manière, c'est une super-héroïne, parce que tout ce qu'elle traverse, tout ce qu'elle dépasse dans chacune de ses vies, aucune de ses vies n'est facile. C'est Le titre, plusieurs c'est la facettes princesse différentes. Gaïa. On aurait tendance à penser que ça va, tout va bien. Les 9 vies de la princesse Gaïa, déjà, elle est princesse, en plus, elle a 9 vies. Non, non, aucune de ses vies n'est facile. Aucun moment. Et elle est c'est une figure de courage, de résilience et d'abnégation, je trouve, d'une certaine manière, elle incarne des combats féminins. Justement, on va en profiter peut-être pour évoquer un peu plus en détail chacune de ces 9 vies, de ces 9 contes finalement, parce que tu as choisi effectivement le format du conte, Régis, quand tu as quand tu as proposé ce projet, les histoires aux différentes autrices et auteurs. Et comme tu disais, en fait, Gaïa traverse l'histoire du Moyen-Âge jusqu'à nos jours, à la fin du XXe siècle. On la voit, alors je cite rapidement, on la voit dans la Chine impériale, on la voit lors de la conquête du Nouveau Monde. Elle vit aussi l'époque de la piraterie. Elle vit à Saint-Domingue au XVIIIe siècle, donc avant la révolution haïtienne, où elle-même naît esclave dans une plantation. On la voit également aristocrate londonienne. Donc énormément de thèmes. On va parler tout à l'heure de ce qui est évoqué, mais pourquoi la forme du conte? C'est un peu compliqué parce que les contes sont censés être effectivement un écho de l'époque pour véhiculer des idées, une moralité ou quelque chose. Absolument. Alors, la forme du conte, elle s'est imposée, c'est pas du tout une orientation choisie. Je pense qu'en tant que lecteur, on a le sentiment que c'est un conte parce que le premier chapitre est un conte. Oui. Clairement. Guylaine Roman, la manière, mais je savais qu'elle écrivait sous cette forme-là, et c'est peut-être l'une des seules autrices qui a été, on va dire, dans sa zone de confort d'écriture, Guylaine. Parce que pour cette histoire de sortilège, l'histoire d'un enfant qui meurt à son 100e jour, c'est brutal. Ce premier chapitre, en fait, il fallait quelqu'un qui... Ça, c'est moi qui me suis dit, peut-être que ça peut être raconté autrement. Mais Guylaine, elle écrit sous la forme du conte, et comment dirais-je, et il fallait quelqu'un qui ait une certaine douceur pour amoindrir la violence de ce qui était raconté. Parce que finalement, il n'y a rien de plus horrible que de perdre un enfant. Ça arrive à plein de gens, on le sait. Et là, on est sur un terrain quand même qui est une violence. Et c'est impressionnant, c'est la mort même qui cherche, etc. Donc Guylaine, elle a une façon dans son écriture d'arriver par une certaine douceur qui n'appartient qu'à elle, et sous la forme du conte, elle enrobe tout ça. Et c'était une évidence pour moi que ce soit elle qui ouvre cette histoire. À partir du moment où elle écrit comme ça, je pense qu'en tant que lecteur, on a l'impression que l'intégralité du récit sera un conte. Mais si on regarde bien dans le détail l'écriture des auteurs, ce n'est pas le cas. Et moi, j'ai aucun problème avec l'idée qu'on se dise que c'est un grand conte. Parce que, honnêtement, ça peut tout à fait être reçu comme ça. Moi, je ne pense pas que ce soit forcément que ça, parce que vraiment, le style écrit, la manière dont sont emparés des chapitres, chacun des auteurs et des autrices, n'a pas toujours la résonance du conte, chapitre par chapitre. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je raconte. Si, parce qu'en fait, les 9 vies, c'est vrai qu'on les a vite balayées pour les différentes époques, mais les 9 vies de la princesse Gaïa, c'est aussi déjà le nom, Gaïa, qui est la déesse terre-mère chez les Grecs, forcément, et c'est aussi un aspect, une facette différente de la féminité, au travers de déjà, c'est un sacrifice pour l'amour, quand même, puisque la reine sacrifie la vie de sa fille. Ça, on peut le dire, puisque c'est le début de l'histoire qui lance ensuite tout le reste. Elle la sacrifie pour sauver l'amour de sa vie. Donc voilà, c'est une perte pour avancer. Mais du coup, on a aussi ces différentes facettes qui font que derrière, on peut avancer aussi dans la place de la femme aussi, quelque part, sous forme d'une espèce de conte, une espèce de bouillonnement de matière
Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu, en tout cas à la lecture, qui était. Alors, j'avoue, ma petite préférence, c'est pour l'Amazonie et la piraterie. Hein. Peut-être aussi parce qu'il y a beaucoup des films, des images qui m'ont plus marqué que d'autres. Ça doit jouer aussi. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que je pense que ça dépasse les intentions du livre. C'est-à-dire qu'à la fin, l'histoire, l'épopée extraordinaire de ce personnage que l'on va suivre en tant que lecteur de vie en vie, va créer le portrait d'un personnage qui est bien plus puissant et qui incarne des questions qui sont au-delà des questions des auteurs. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, je trouve que c'est très puissant. C'est l'une des puissances de ce livre. Il y a des répétitions, il y a des choses, des échos, comme je disais tout à l'heure, qui ne sont pas volontaires réellement, qui ont été faits de manière indépendante et qui ont cette résonance-là quand on en tant que lecteur, quand on découvre ce personnage-là. Je pense que il est puissant et il est une figure héroïque, féminine absolue, à mon sens. Ouais, parce que c'est Sévine, enfin, sous couvert d'être une faveur, une bénédiction de la mort qui lui permet de vivre notre vie, effectivement, on voit qu'elle se débat toujours face à sa condition, à la société. Comme tu disais, il y a du mariage arrangé, il y a l'éducation stricte londonienne du 19e. Et en fait, il y a une seule histoire finalement où elle est elle-même vectrice d'émancipation et libération. C'est celle qui se passe durant la conquête du Nouveau Monde. Oui. Où c'est la seule où finalement elle a une vie heureuse et épanouie, où elle permet à quelqu'un d'autre de prendre sa liberté en fait. Mais le reste, c'est infernal. Sachant qu'en plus, on ne l'a pas dit, mais dans La Malédiction, elle ne se souvient jamais de ses vies antérieures, en plus. En plus, sinon, c'était pas amusant. C'est très, oui. Et puis en plus, c'est pas que pas amusant, c'est que c'est quelque chose à réfléchir. Imaginons qu'on ait cette possibilité-là. Il y avait, comment ça s'appelait ce film avec tête coupée là, avec mince, excusez-moi, avec Christophe Lambert, un film des années 80. Highlander. Avec Highlander, ouais. Highlander, merci beaucoup. Highlander, en fait, les personnages traversent les siècles, ils sont immortels, juste dans leur tête, hein, on va dire. Hein, c'est ça pour résumer le truc. C'est ça. Et finalement, évidemment, on est dans une espèce de truc d'immortalité, une connaissance de l'histoire. Il y a ça aussi avec les histoires vampires, entretien avec un vampire dans des films comme ça. C'est-à-dire que des personnages immortels vont traverser comme ça des siècles, en auront un souvenir. À certains moments totalement en place dans le siècle, à d'autres moments complètement décalés. Enfin bon, ça c'est une autre histoire. La question qu'on s'est posée, et c'est pour ça qu'elle a dit il y a des siècles différents. Donc en fait, le contrepoids à ce sortilège, effectivement, elle n'a aucun souvenir de ses vies passées. Ça veut dire qu'elle ne peut tirer aucune expérience de ce qu'elle a vécu dans le passé pour corriger les choses dans ses nouvelles vies. À chaque fois, ce qui lui permet d'ailleurs de recommettre des erreurs. Je pense notamment, elle est le prix à payer d'un pacte que passe sa mère à l'origine, mais elle-même, dans une de ses vies, va passer un pacte pour exactement les mêmes raisons, pour des raisons de cœur. Elle va elle-même pactiser. Et j'aime beaucoup cette idée aussi de la répétition de l'erreur, de choses ou de la, comment dirais-je, ces résonances-là, elles sont puissantes parce qu'on est dans la complicité de ce secret lecteur. On sait qu'elle va avoir 9 vies, c'est marqué, c'est le titre. Mais elle ignore chacune de ses vies passées. Et la deuxième chose, très importante et assez subtile, elle ne peut pas enfanter. C'est-à-dire que, comme elle va vivre plusieurs vies, elle n'aura pas de descendance. Et cet effet-là de son sortilège a profondément inspiré Henri Meunier sur son dernier texte. Et c'est-à-dire finalement, d'une certaine manière, elle ne laissera aucune trace de son passage sur Terre. C'est-à-dire qu'en ne pouvant avoir des sens, chacune de ses vies s'évapore comme un petit passage comme ça, sans laisser de traces de sa descendance. Et ce sont deux aspects qui sont très puissants aussi par rapport à l'imaginaire pour les auteurs. Donc c'est un prix à payer, un contrepoids à cette possibilité de vivre. Donc finalement, c'est beaucoup plus un mauvais sort qu'une chance, dans le fond.
Petite question, alors toujours sur en rapport avec le genre du conte, à qui se destine ce livre en termes d'âge de lectorat? C'est aussi bien et différent pour les adultes que pour les enfants, mais à partir de quel âge un enfant peut-il lire cet ouvrage ou être en lecture accompagnée Alors, c'est une question qui est souvent posée quand il s'agit d'édition jeunesse et qui est toujours compliquée à répondre parce que c'est une affaire de lecteurs. Hein. Il y a des jeunes enfants qui sont de très beaux lecteurs et puis des plus âgés qui sont de très mauvais lecteurs. Nous, ce qu'on estime sur ce livre, si on parle alors on va parler d'autonomie de lecture, de capacité de lecture autonome, on va dire que c'est à partir de 10 ans. Moi, c'est ce que j'estime. Mais les histoires qui sont racontées, je pense qu'il n'y a aucun problème à lire et à la partager avec des enfants plus jeunes. En leur lisant les histoires en tant que parents. Comme il y a la forme du conte, c'est plus facile. Ouais. Oui. Et puis même, je veux dire, ce que racontent ces histoires, ils le comprennent sans problème. Donc ça, je dirais à partir de 6 ans, 6-7 ans. Et ouais, dans ces eaux-là. Après, un enfant de 7 ans va avoir du mal à le lire, c'est exigeant. Ouais. Voilà. Et après, évidemment, aucune limite d'âge. C'est-à-dire que je pense que c'est un livre dans lequel on peut avoir du plaisir de lecture en étant adulte, bien évidemment. On confirme tous les deux. Oui. On confirme, oui, c'était très agréable à lire. Et puis, ouais. C'est surtout avec la variété, la diversité de thèmes, d'expériences qu'elle vit. Et puis, il y a des histoires heureuses, il y a des histoires qui font mal. Où je suis désolé, mais l'auteur ou l'autrice n'a eu aucun respect pour elle et lui a fait tourner les choses d'une manière tellement. Enfin, on est désolé qu'elle ait vécu un destin aussi funeste. Enfin, c'est vrai que ouais, ça laisse pas indifférent, et c'est ça qui est intéressant. Non. Et puis à la fin, moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup aussi, qui était une inconnue avant que le livre ne soit partagé, publié. Comme je vous disais tout à l'heure, à titre personnel, moi, j'ai étonné, j'ai été embarqué et j'ai adoré chacune des versions que m'ont proposées les auteurs pour les connaître et pour avoir été surpris. Mais il est évident qu'à l'intérieur de ces 9 chapitres, compte tenu du côté hétéroclite de l'écriture et du ton et des sensibilités, eh ben, il y en a forcément qu'on va préférer à d'autres. Je veux dire, ça, c'est extrêmement naturel. La question que je me posais, c'était est-ce que globalement, ce seraient des histoires qui plairaient systématiquement aux gens, c'est-à-dire qu'il y en aurait des meilleures que d'autres. Vous voyez ce que je veux dire ? Et j'ai assez vite assuré, à la fois par mon entourage immédiat qui ont découvert le livre, et puis par cercle concentrique, au fur et à mesure, par des retours de lecteurs, de m'en rendre compte que non. En fait, les gens ne préfèrent jamais les mêmes histoires. Et ça a été extrêmement rassurant. Parce que c'est vraiment une affaire de sensibilité et de lien entre le lecteur et les histoires qui lui sont proposées. Et ces liens, ils sont passionnants. Fred, tout à l'heure, tu disais avoir une préférence pour l'histoire amazonienne et la piraterie, parce que ça fait partie des choses de ton imaginaire et de ta culture personnelle, etc. Et d'autres personnes vont être sur d'autres choses. Ça, c'est une inconnue en réalité. Et j'aurais été assez attristé de me rendre compte que si les gens avaient systématiquement les mêmes chapitres au détriment, je dirais, des autres, là, je me serais dit qu'il y avait quelque chose de déséquilibré et qu'on aurait raté quelque chose dans le travail éditorial de ce projet. Et honnêtement, avant les retours de lecteurs, je n'en avais pas la réponse. C'était un vrai doute. Et justement, pour revenir maintenant sur la partie conception et arrivée de l'ouvrage en librairie, donc vous étiez passé, si je dis pas de bêtises, par un financement participatif sur Ulule, c'est bien ça ? C'est ça. Alors, c'est complètement atypique. Vous avez compris, livre de 130 pages, grande histoire, 10 auteurs. On ne rentre dans aucune édition traditionnelle. Les livres collectifs existent dans l'édition traditionnelle. Ils sont payés avec un forfait minimal. C'est une aventure. Disons que les gens participent quand ils écrivent, que ce soit des écrivains et des illustrateurs, parce que le sujet est fun, mais aucun on ne peut espérer une équité économique sur un projet de cet ordre-là. Bien évidemment, dès le départ de la conception de ce projet,
Moi, je savais pertinemment qu'il ne trouverait pas sa place dans les règles de l'édition traditionnelle et qu'il fallait réfléchir à une alternative. Et l'envergure, l'ambition du livre lui-même ne pouvait se contenter de l'auto-édition. Il fallait que le livre arrive en librairie, puisse être proposé au plus large public possible, parce que cette histoire s'adresse clairement à tout le monde. Et donc, il fallait un éditeur avec son système de diffusion et de distribution pour que le livre arrive en librairie de manière traditionnelle. Donc, à la fois, il faut un éditeur, les règles du jeu éditorial ne fonctionnent pas. Voilà, c'était ça le nœud de départ. Donc, il fallait réfléchir à comment créer de l'équité sur un projet de cette envergure, comprenant 10 auteurs. Et pour ça, un contrat a été créé avec la maison d'édition Villeurbanne. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important de comprendre. Un contrat qui nous a autorisé, en tant qu'auteur, de développer un tirage que je vais appeler le tirage des auteurs, mais qu'on peut on peut appeler ça un tirage de tête, c'est-à-dire un livre de bibliographie qui serait hors commerce, qu'on n'a pas trouvé à l'achat dans les librairies ou dans le commerce, qui ne sera destiné qu'aux contributeurs sur une campagne de financement participatif autour du projet. Et ce tirage, à l'issue de cette campagne, c'est-à-dire le nombre d'exemplaires qui auraient été créés à l'issue de cette campagne, rémunérerait les 10 auteurs avec une rémunération fixe. Alors, moi, quand on a commencé à parler de ça autour de nous, j'ai des auteurs qui disent « Mais attends, ils sont gonflés, tes éditeurs, ils vous laissent vous débrouiller pour vous financer, ils ne mouillent pas la chemise, et puis après, c'est facile. » Non, c'est beaucoup plus complexe que ça, parce qu'en réalité, créer ce contrat autour d'un 10 auteurs de la part d'une maison d'édition qui, comme je disais tout à l'heure, fait partie d'un grand groupe, autoriser des auteurs à fabriquer un livre, à le commercialiser, à le destiner, en récupérant la part de droit d'auteur, la part de l'éditeur, la part du diffuseur, du distributeur. Bon, distributeur, c'est nous, on a distribué le livre, donc en fait, et surtout aussi du libraire, vu qu'il n'est pas dans le commerce. Toutes ces parts rassemblées, divisées par 10, ont créé une rémunération fixe qui a remplacé ce qui d'habitude s'exerce systématiquement dans le monde de l'édition, qui est une avance sur le droit d'auteur, un avaloir. Quand on publie un livre et qu'on signe un contrat d'auteur, l'auteur va nous attribuer une somme d'argent qui va se rembourser au fil des ventes du livre une fois que le livre est en librairie. Une sorte de prêt à taux zéro, pour le résumer simplement. Une fois qu'on a remboursé cette avance de droit, on touche des droits d'auteur sur un pourcentage qui a été défini lors du contrat. Ça, c'est le fonctionnement traditionnel. Ici, en pouvant finalement mobiliser notre réseau autour de nous, c'est-à-dire les 10 auteurs que nous sommes, de faire connaître l'existence du projet par le biais d'une campagne de financement participatif sur la plateforme Ulule, eh bien, on a mobilisé du monde, on a pu réaliser 800 exemplaires de ce tirage hors commerce, réservé aux auteurs, qui nous a permis, non pas la question de l'avaloir, mais une rémunération fixe qui en réalité a été supérieure à tout avaloir qu'on a pu avoir. Et à partir de ce moment-là, a été créé parallèlement, et de manière plus traditionnelle, un tirage courant du livre dont on a aperçu la couverture tout à l'heure, que l'on trouve en librairie depuis le 6 octobre, et qui, là, va nous permettre d'exercer des droits d'auteur dès le premier livre vendu. Droits d'auteur de 1% par auteur. Alors, ce n'est pas BZF, sauf qu'on touche 1% dès le premier livre vendu. Nous ne sommes pas dans la configuration du remboursement de l'avance, puisque, parallèlement à ça, on a déjà été, d'une certaine manière, rémunéré par cette financement. Ça a créé de l'équité sur le projet. Ça a créé une équité, ça a créé quelque chose de nouveau, ça a créé un lien très fort entre nous, éditeurs, pour inventer, créer quelque chose de nouveau et d'équitable qui n'est pas du tout dans les habitudes des éditeurs. Non pas qu'ils soient des êtres inéquitables par définition, parce que ce n'est pas le cas. C'est juste que les règles du jeu sont les mêmes pour tout le monde et qu'il est très difficile de réfléchir en dehors de ces règles du jeu pour un éditeur établi. Et avec Little Urban, ça a été possible. Le fait qu'il n'y ait pas eu la trésorerie d'avance des avaloirs versés aux auteurs a permis à l'éditeur de basculer ce budget sur de la communication autour du livre. Ce qui fait que les frais
engagés pour la fabrication d'un dossier de presse, pour de l'affichage, de la création aussi d'affiches pour les libraires, de l'affichage dans le métro parisien. Là, la semaine prochaine, toute la semaine prochaine à Paris, en vue du salon de Montreuil, qui est le gros rassemblement de l'édition jeunesse qui a lieu le week-end prochain, il y a de l'affichage autour du livre dans le métro. Tout ça, ça a un coût important qui a pu, à mon sens, être mis en place du fait aussi de cette alternative. Très, très intéressant. On n'avait jamais vécu ça, ni aucun d'entre nous auteurs, ni même nos éditeurs. Donc, c'est une alternative. D'accord. Qui ne fonctionne que pour ce livre, hein. Ce n'est pas un modèle, vous comprenez. Et maintenant, il y a quand même un contrat qui autorise l'alternative. Quand un contrat existe, il peut être utilisé par d'autres auteurs et par d'autres maisons d'édition. Donc, c'est une petite avance, tout de même. Ouais, puis on constate aussi que pour des projets qui sortent effectivement un petit peu en dehors des zones de confort d'éditeurs, que ce soit en BD, en littérature et autres, il y a maintenant aussi la possibilité de passer par le financement participatif. On en voit de plus en plus, en tout cas, pour des projets qui sortent un peu de l'ordinaire, quoi. Donc ça, c'est des choses qu'on voit se multiplier pour des trucs, ouais. Alors, c'est très intéressant ce qui se passe sur les plateformes, à mon sens, autour de l'édition. Vous avez compris que moi, donc Gaïa, en partie, a fonctionné, mais de manière indispensable, hein, l'existence du projet, a une partie qui a fonctionné sur du financement participatif. C'était le deuxième projet à titre personnel que je faisais comme ça. Le tout premier était un projet d'auto-édition que j'ai fait en 2020, donc c'est assez récent, et qui était un recueil suite au confinement, mais qui a permis d'essayer de voir s'il était possible d'activer une chaîne du livre complète et alternative. En fait, c'est ça qui me passionne. C'est pas tant de faire des livres en auto-édition, d'activer le réseau des gens qui ont identifié mon travail ou qui puissent l'apprécier. C'est de voir jusqu'où on peut aller pour toucher tout le métier du livre et recréer une chaîne du livre reliée, dont les maillons sont reliés les uns aux autres. C'est-à-dire les métiers du livre sont reliés réellement les uns aux autres, ce qui n'est pas le cas en fait dans l'édition actuelle. Mais bon, ce serait très peut-être long et fastidieux que je vous l'explique. Et là, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a une campagne qui est en ce moment en cours autour d'un projet qui s'appelle les balises. Rien à voir avec Gaïa. Hein. Oui, simplement deux choses. La première sur l'origine de l'orientation du choix des siècles et des thématiques un peu imposées aux auteurs. En fait, moi, je me suis vraiment rêvé ce livre comme une espèce de blockbuster. Quand j'ai pensé au film de sabre chinois, Tigre et Dragon, j'ai pensé évidemment à la piraterie. Pour moi, en fait, la grande référence et le grand choc, moi, dans la lecture piraterie, c'est l'île au trésor, en vérité, qui est vraiment l'origine. Puis après, tout ce qui a pu être fait, et notamment les films de Disney, les Pirates des Caraïbes, que je trouve très réussis par rapport à ça, et qui créent une mythologie de la piraterie. J'ai pensé évidemment aussi au texte de Carlos Castaneda autour du chamanisme mexicain, qui était et autour de toute cette étrangeté du chamanisme mexicain avec les ectoplasmes qui sortent du nombril, enfin des trucs qui sont complètement dingues, l'esprit de l'eau, du sol. Bon, c'est tout à fait envoûtant. Donc j'ai été un petit peu, sans chercher très loin, voilà, les choses qui font triper, on va dire très simplement, et à partir de là, de les imposer d'une certaine manière aux auteurs. C'est ça qui a été l'envie première chez moi, et une envie de lecteur, en fait, de spectateur, de lecteur, d'avoir ces récits d'aventure, ces grands voyages, comme ils pouvaient exister. Je parlais de Stevenson, on est quand même au 19e siècle, et ce n'était pas de la littérature de jeunesse, elle n'existait pas à proprement parler à l'époque, mais ces grands récits d'aventure qui nous embarquent, même les Jules Verne, les Chaucer, et je trouve qu'on n'a plus trop place, ou alors sous la forme de romans. Mais en tout cas, dans ces livres à l'ancienne, qui étaient tous illustrés, une espèce de Gaïa, l'objet du livre finalement,
Bon, il est très conséquent, c'est un grand livre, mais c'est une espèce de new vintage. Hein. La construction du livre est faite de manière très classique, c'est-à-dire que c'est comme un roman illustré, en vérité, simplement d'un autre format, avec des illustrations en couleur, et qui, elles, se posent pile en face de ce qu'on est en train de lire. C'est-à-dire que moi, une des frustrations que j'avais quand j'étais gamin, quand je lisais les romans illustrés, je veux dire de Jules Verne, par exemple, qui étaient tous illustrés en gravure, à l'ancienne, etc., Ah ouais. c'est que l'image intervenait 6 pages après avoir lu ce qui se passait. Oui, je confirme. Alors, ça s'explique parce que c'était un montage de cahiers, en fait. Alors, après, j'ai compris pourquoi c'était ça. Mais d'un point de vue narratif, c'était insupportable pour moi de retrouver l'image 6 pages après avoir lu ce qu'elle racontait. Évidemment, là, en réalité, dans les 9 vies de Gaïa, on n'a pas ce problème, c'est-à-dire que l'image correspond en vis-à-vis, d'une manière ou d'une autre, à ce qu'on est en train de dire. Donc voilà, c'est toutes ces envies-là qui sont finalement ancrées de manière assez ancienne en moi, qui ont pu s'exprimer sur ce projet. Moi, j'avais une dernière question sur les 9 vies extraordinaires de la princesse Gaïa. C'est maintenant que c'est sorti, hein, donc ça fait un petit peu plus de, quasiment 2 mois. Qu'en est-il au niveau de l'accueil? Est-ce que tu as des échos via Little Urban? Est-ce qu'il y a des échos de lecteurs aussi, justement, des critiques, des choses comme ça? Oui, ça c'est très important. De manière générale, avant de te rendre concrètement sur Gaïa, moi en tant qu'auteur et illustrateur, le doute s'est déplacé. C'est-à-dire que il y a des moments de doute dans la création, mais j'ai appris avec l'expérience que je savais trouver une solution pour résoudre les impasses ou les doutes dans la création. Ça, c'est l'affaire du temps. Non pas que je sois très sûr de moi, mais je sais que j'y parviens. Là où le doute se cristallise très très fortement en moi, c'est sur l'accueil du livre que je fais, auquel je participe. Parce qu'on ne sait jamais. On n'a aucune idée de comment un livre va être accueilli. Et sur ça, ceux qui nous ont beaucoup donné confiance, bon, moi j'avais confiance, vous avez compris, grande confiance dans les auteurs, confiance dans ma capacité de les accompagner graphiquement, et c'était un vrai plaisir, puisque je pouvais vraiment choisir ce que j'allais illustrer à chaque fois. Grande confiance dans l'accompagnement de nos éditeurs, et dans un premier temps, ceux qui ont été très très rassurants sur le développement et le pré-accueil du livre, ce sont nos éditeurs, puisqu'eux croisaient des libraires, on voyait l'intérêt des libraires pour le livre. Donc tout ça, on l'a eu en amont de la sortie. Puis après, en fait, c'est l'heure de vérité, parce que ce n'est pas le libraire qui achète le livre. Le libraire, il vend le livre. Donc le moment de vérité, c'est quand le livre est là, est-ce que les lecteurs, est-ce que les gens vont vers le livre? Et pour l'instant, il est trop tôt encore. Le livre est en librairie depuis un petit peu plus d'1 mois pour avoir vraiment le résultat. Mais l'accueil, la mise en avant, et moi, pour avoir signé un petit peu sur des salons du livre, là, depuis 1 mois, j'ai croisé le livre depuis sa parution, et je vois des gens qui y vont avec beaucoup de facilité, de spontanéité, sans connaître tout ce dont on a parlé là, le début de cette émission. Donc ça veut dire que le livre plaît, il attire, et je crois que l'accueil est excellent. Il y a évidemment des, comment on appelle ça, des chroniques, des critiques, des choses qui ont été déjà publiées autour de livres qui sont élogieuses. Donc tout va bien pour Gaïa, je crois. Bon, et écoute, du coup, ça va nous permettre de parler de ton projet en cours actuellement, donc qui est... Alors attends, déjà, je vais changer la petite bannière, regardez-moi, miracle de la technologie, ou presque. Voilà, la bannière est là, et j'en profite, voilà, les balnéaires. Donc pareil, ça ressemble un peu aussi à... Enfin, dans le concept, hein, j'entends, hein, au avis de la princesse Gaïa, à savoir plusieurs textes, et toi au dessin. Alors, il y a beaucoup, effectivement, à voir. C'est un projet qui n'a strictement rien à voir. Hein, vous en avez vu l'image. C'est un projet qui se destine à des lecteurs ados-adultes, pas jeunesse, plutôt ados-adultes, qui parlent de la représentation et de la question du corps féminin, et notamment dans cette période particulière de l'été où on se dénude aux yeux de tous. Et en fait, c'est un livre qui parle un peu de ces enjeux-là. L'origine de ce livre, donc ce livre est en auto-édition, contrairement à Gaïa qui était avec un éditeur, c'est d'auto-édition pour une raison très simple, c'est qu'en fait, l'expérimentation qui est faite à travers ce livre est de réinventer et de créer une chaîne du livre complète, une équipe complète avec les différents métiers,
les savoir-faire et les compétences, et de rendre le livre disponible dans un réseau de libraires qui seraient des partenaires du titre. C'est-à-dire que le livre existera dans le commerce uniquement dans les librairies indépendantes qui seront partenaires de ce livre. On ne le trouvera pas partout. Il n'existera que pour les contributeurs du projet sur la campagne Ulule actuelle et on pourra le trouver dans les librairies partenaires dont on ne connaît pas encore le nombre et le nom, puisque cette campagne se fera que si on réussit l'objectif de la campagne Ulule. C'est un truc par, comment dirais-je, par palier, par étape. Faut parler des balnéaires, de l'essence de ce projet. Donc moi, je suis illustrateur, vous l'avez compris, et je fais des fois des gammes. C'est-à-dire, je fais des dessins pour moi. C'est rare que j'ai le temps de le faire, mais il m'arrive de le faire. Et ça, c'était en 2021, il y a 2 ans de ça déjà. J'ai commencé à dessiner des figures de jeunes filles. Voilà, on aperçoit ce que je vais appeler des baigneuses. Et je dessine des jeunes filles en eau de bain, dans des poses contemplatives, assises, comme si elles étaient au bord de l'eau ou sur la plage. Et je poste ça sur mon compte Instagram et j'ai une amie qui est autrice d'ailleurs, qui me fait une remarque en me disant « Mais tu sais que les filles n'ont pas toutes des corps comme ça ». Et ça m'a un peu agacé dans un premier temps parce que ça envoie un peu au wokisme ambiant et au truc, mais ça ne m'a pas agacé longtemps parce que ça m'a surtout interpellé. C'est-à-dire que moi, je suis le premier à être agacé des campagnes et des pressions faites sur le corps des femmes avant l'été, le régime avant l'été, rentrer dans son maillot, toute cette presse et toute cette chose, et toute cette représentation. Le régime de l'été pour perdre les 5 kilos, enlever vos rondeurs, vous serez bien dans le maillot de bain. Ouais. Voilà. Et on le sait bien, on en est témoin. Et puis toute l'iconographie du corps des femmes dans la publicité, les magazines, mais aussi le cinéma, pas propre à notre époque, ça fait déjà un moment que ça existe. Et tout ça, moi, je suis illustrateur et quand je dessine des filles, naturellement, je dessine les mêmes jeunes filles que celles qui m'agacent à voir. Et c'est ça qui m'a interpellé. Je me suis dit, peut-être que naïvement, je pensais que cette expression n'était faite que pour les femmes, mais en réalité, je pense qu'on est tout à fait également sous influence en tant que. C'est-à-dire que ça peut aller loin. Le questionnement, c'est est-ce que ça a une influence sur mon goût personnel vers un certain type de physique féminin? Est-ce que ça a une influence effectivement dans mon travail créatif, dans la représentation des femmes et de leur corps? Et à partir de là, je me suis dit, bon, bah, je m'exerce à faire autre chose, je vais représenter des modèles qui ne sont pas ceux que je représenterais, je dirais, instinctivement. Et donc, j'ai fait des portraits de femmes de toute corpulence, de tout âge, de toute origine. J'en ai réalisé 63 et ça a créé une exposition. Et puis, à travers cette exposition et cette réflexion là, que je partage avec vous, je me suis dit, mais ça, c'est un sujet, je serais curieux de savoir ce qu'en pensent des autrices, des femmes de ce sujet. Alors, j'ai proposé ces modèles, là, et c'est en ça que ça ressemble à Gaïa, c'est moi qui suis allé proposer ça à un certain nombre d'autrices qui écrivent à la fois pour la jeunesse et pour les adultes, en leur disant, voilà la situation. Figure le corps de la femme à la plage. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que vous écririez là-dessus? Sous forme d'une nouvelle, mais franchement, pas de limite de texte. Ça peut être long, ça peut être court. Est-ce que ça vous plaît de réfléchir là-dessus et d'écrire là-dessus? Est-ce que ça vous amuse? Est-ce que vous avez des choses à y dire? Voilà. Page blanche, tome blanche. Et donc, cette autrice ont accepté de jouer ce jeu-là, ont écrit librement là-dessus. Ce qui fait que le livre, qui est donc à soutenir sur Ulule actuellement, est un recueil de leurs textes. Et elles ont écrit avec beaucoup de sincérité, timidité aussi, et de sensibilité sur cette question-là. Et le livre va porter à l'intérieur des illustrations, mais il n'est pas le catalogue, même si les figures qu'on voit en couverture, que tu as montré, Fred, viennent de l'exposition dont je parlais. Le livre, voilà, il va être composé avec des paysages, est un contre-champ de l'exposition, c'est-à-dire que j'ai dessiné des lieux balnéaires qui vont comme ça séparer les textes à l'intérieur du livre. Donc, je n'ai pas illustré à proprement parler les textes, contrairement à Gaïa, dont on parlait tout à l'heure. J'ai simplement fait des images qui sont d'un côté sur une expo, les portraits des baigneuses, et dans le livre, on retrouve les portraits en introduction, ils sont dans le livre, pas intégralement, et surtout les paysages, le contre-champ, c'est-à-dire des lieux de plage. Et ces plages, j'ai demandé aux autrices de me dire quelle était leur plage préférée. Donc, je n'ai pas dessiné n'importe quelle plage, j'ai dessiné des plages qui sont celles que m'ont suggéré
les autrices, qui sont leurs plages. Voilà le livre qu'on propose. Maintenant, ce que je veux dire simplement sur le financement participatif et la contribution, il y a quelque chose qui est important de savoir, que ces projets-là, il y a ceux qui connaissent déjà la contribution, puis il y a tous ceux qui connaissent mal. Moi, ces projets, que ce soit comme à la maison que j'ai fait en 2020, Gaïa ou les balnéaires, me permettent de poser des questions et d'essayer d'ouvrir possibilités. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est au-delà du projet. Évidemment, c'est un projet personnel, sincère, qui, moi, me passionne, qui m'emmène en dehors de mes habitudes d'auteur ou d'illustrateur, parce que moi, je ne remets pas en question. Je continue de travailler avec le système éditorial, avec des éditeurs avec lesquels je m'entends bien pour faire certains livres. Mais les projets qui sortent un petit peu de ces clous-là, parce que là, en l'occurrence, soit collectif, soit parce qu'ils m'emmènent sur un terrain où je ne suis pas attendu, je trouve intéressant de les porter avec du participatif. Pourquoi ? Parce que le financement participatif, moi, je n'ai pas la trésorerie personnelle qui me permet de produire en auto-édition mes livres. Donc, j'ai besoin de soutien financier sur ce type de projet. Quand je dis je, c'est nous. Et ces projets, quand on les sollicite notre réseau, ce n'est pas un acte de mendicité. Ça peut être perçu comme ça. Beaucoup de gens se trompent. C'est juste que voilà, on fait ça. Est-ce que ça a du sens pour vous? Est-ce que ce projet résonne pour vous? Est-ce que vous le trouvez intéressant? Est-ce que vous pensez qu'il est important qu'il existe? Si ces réponses sont oui, et que vous avez les moyens financiers d'y participer, faites-le. Voilà. Ça permet de faire exister des choses alternatives. Et c'est comme ça que doivent être un peu abordés ces projets-là. Et je trouve ça passionnant parce que ça crée un lien intime. Et là, je parle, parce que moi, je contribue aussi. Je suis contributeur par ailleurs sur d'autres projets, ça m'arrive. Il y a une intimité qui se crée quand on est contributeur avec le projet, c'est-à-dire à la fois dans son développement, dans son histoire, le fait de le recevoir, parce que là, un livre comme ça, aujourd'hui, on en fait la campagne au mois de novembre, mais le livre, il arrivera chez les contributeurs au printemps prochain, en avril-mai. Et ça, c'est tout le temps aussi de fabrication et d'élaboration du projet. Et ça, je trouve que c'est aussi intéressant d'entrer dans l'intimité de la construction d'un projet à travers ces propositions alternatives, voilà, et participatives. Mais ça reste cohérent globalement, parce qu'effectivement, la manière dont il est produit et le message qu'il véhicule, ou justement le but du livre dans son contenu, ses textes et ses illustrations, c'est effectivement de véhiculer, de briser les injonctions de la société ou ce genre de choses. Et effectivement, le financement lui-même du livre, c'est important, c'est en cycle court, qui est directement presque des auteurs, d'éditeurs aux lecteurs. Donc effectivement, ça reste en totale adéquation et ça propose une alternative générale qui est notre vue sur la société et la manière dont on la consomme aussi. Alors là, je suis arrêté sur la dernière offre qui est un peu impressionnante. Elle a 1 500 €, ça fout les jetons. Oui, mais elle est très intéressante. En fait, celle-ci est une offre qui permet d'acheter et d'être propriétaire. Parce que, évidemment, les alternatives, on essaie de pousser les alternatives le plus loin possible. Super intéressant. Parmi celles-ci, comme je disais, il existe une exposition. On peut imprimer cette exposition à la demande et permettre aux acquéreurs de cette exposition d'en être totalement propriétaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette expo, ils peuvent la prêter, la louer, la revendre librement. Ça leur appartient. La seule chose qu'ils n'ont pas le droit de faire, c'est la reproduire. Ça appartient aux auteurs d'origine et à l'association Plume de Brigands qui nous accompagne sur ce projet. Parce qu'il fallait une association pour nous accompagner, vu que c'est un projet collectif. Et c'est une association qui s'appelle Plume de Brigands, qui est portée en fait par une personne qui s'appelle Lisa Bienvenue, qui a tout un parcours de médiation autour de la littérature en général. Tout ça est expliqué sur la page. Et on peut pousser des alternatives très loin, c'est ce que je disais. Là, on propose 3 couvertures au choix sur le livre. C'est quelque chose aussi qui ne se pratique pas. Parce qu'on a la main sur tous les étages. C'est-à-dire que sur un livre comme ça, on peut choisir d'y mettre, évidemment, de l'équité sur la rémunération de tous les partenaires et toutes les personnes qui travaillent sur le livre. Ça, c'est la base.
mais on peut choisir aussi de réfléchir comment on peut y mettre de l'éco-responsabilité. Dans le monde du livre, l'écologie et l'éco-responsabilité n'a pas trop sa place. Dans l'industrie de l'édition traditionnelle, c'est pas parce que les éditeurs s'en foutent, c'est parce qu'il n'y a pas tellement d'espace permis pour le faire. C'est extrêmement difficile aujourd'hui de mettre ça en place dans ce système industriel. Quand on a la main sur son projet, on peut le faire. Pourquoi ? Parce que là, en l'occurrence, sur les balnéaires, on choisit notre imprimeur qui se trouve être à… Les imprimés Mogin, ils sont à Tulle. Moi, je suis à Bordeaux, ils sont à 2 heures. Et toutes les commandes, commanditaires, que ce soit les particuliers ou les libraires partenaires, partiront directement de l'imprimerie vers chaque commanditaire. C'est le circuit le plus court, sachant que comme il n'y a pas de retour sur le livre, puisque c'est que du préachat ferme pour les libraires, et évidemment de la contribution, on va dire, de la commande pour les particuliers, on est sur un aller simple. Il n'y a pas d'aller-retour du livre. Ensuite, il n'y a pas de pilonnage. C'est ce que j'allais dire, il n'y a pas le système du pilon, effectivement. Il trouvera son lecteur systématiquement. Donc ça, c'est une résolution déjà de gros problèmes qui existent dans l'industrie de l'édition. Ensuite, on poussait tout plus loin. Peut-on faire le livre sur du papier recyclé, etc. Vous voyez, on peut rentrer après dans les détails de ce dont on se sert pour faire le livre, ce que peut difficilement faire également le monde de l'édition. Donc les alternatives, elles permettent de la vertu là où il est très difficile d'en mettre à cause des contraintes que j'appelle industrielles, mais qui sont systémiques en fait du monde de l'édition. Ça, c'est très passionnant. Et ça a du sens pour beaucoup de gens aujourd'hui. Donc là on a donc ouais, ça c'est le calendrier dont tu parlais, donc oui, qui est financement participatif jusqu'au 15 décembre. C'est ça, ça veut dire qu'en fait, là, pour ceux qui nous regardent, c'est possible de contribuer. La contribution, elle est importante, évidemment, puisque c'est un fonctionnement par palier, c'est-à-dire qu'il faut atteindre un objectif qu'on s'est fixé au départ, qui crée la faisabilité du projet. Pas tout à fait l'équité de la rémunération, ça c'est un autre palier, etc. Tout ça est expliqué sur la page, et c'est passionnant à faire, c'est très intense. C'est un peu vertigineux parce qu'on ne sait pas si on va parvenir à ce qu'on s'est fixé, on l'espère. Pour l'instant, rien ne nous laisse penser qu'on n'y arrivera pas, mais il ne faut pas se reposer sur nos lauriers, comme on dit. Et en tout cas, tout le monde est bienvenu à découvrir cette page, à la suivre, et s'il en a les moyens, d'y contribuer, bien évidemment. Donc, effectivement, alors, petite présentation côté technique du projet. Donc la faisabilité, l'objectif est à 15 000 €. C'est quand même un objectif qui est assez élevé, mais il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Les contreparties, je les passe en revue rapidement peut-être. On peut voir ça. Pour 29 €, on a donc un exemplaire du livre avec… en fait, c'est ça, il y a 3 couvertures au choix. En fait, il y a 3 propositions de couvertures différentes. Oui. Voilà, donc en fait, on a l'ouvrage à 29 €. Oui. Je t'en prie, les contreparties, il y en a 5. Bon, la dernière que j'évoquais tout à l'heure, à 1 500 €, est très particulière puisqu'elle s'adresse, on va dire, principalement à des structures, des associations. Il y a peu de chances qu'à titre particulier, on a envie d'acquérir et habiller un mur avec les portraits de balnéaires. J'en sais rien, c'est possible, mais c'est pas, il y a peu de chances. Donc, il y a surtout 4 offres pour… on va dire pour les gens. Et on commence effectivement à quand même 29 € qui permet d'avoir un livre. Le livre dans le commerce sera à 20 €. Je le dis, ça veut dire que pourquoi 29 €? Parce que les 9 € qu'on ajoute sont ça nous permettre de payer le coût de l'emballage, du conditionnement et les frais d'expédition du livre. C'est pour ça que ça peut pas être élevé dans le rapport au prix du livre, mais en réalité, on est en dessous de ce que ça va coûter en mettant 9 €. C'est-à-dire que nous, on rajoutera ce qu'il faut parce qu'on comprend ces 3 aspects-là. Ce n'est pas que le coût de l'expédition, 9 €. C'est l'emballage, les coûts de l'achat de l'emballage et surtout le coût du conditionnement, c'est-à-dire le travail des personnes qui vont conditionner les envois. Ça, c'est un vrai travail et un savoir-faire, hein, il ne faut pas se mentir. Enfin, c'est quelque chose. Et ça, c'est chez l'imprimeur que ça se crée. Voilà.
Donc, à 49 €, on a. Vas-y, Une vas-y, je te offre, laisse présenter. ouais. Une offre limitée, ouais, j'ai vu, pour 100 exemplaires. Alors voilà, dans les offres, on peut faire des offres illimitées et des offres limitées. Comme je disais, là, sur les cartes, il y en a qui sont limitées. Il y en a une, en fait, qui est limitée à 100 exemplaires, avec une dédicace dessinée que je ferai pour les gens qui le souhaitent. Et puis, il y en a une deuxième, alors que j'ai limité à 50, où je propose aux gens qui le souhaitent, elle est un peu plus chère, celle-ci, de réaliser le portrait dans le style de dessin qui est dans les balnéaires, le portrait de leur choix, c'est-à-dire aux personnes de m'envoyer une photo de la personne ou d'eux-mêmes, en pied ou visage, pour que j'en réalise le portrait dans le style de dessin que j'ai fait pour les balnéaires, c'est-à-dire un portrait à la demande, quoi, d'une certaine manière, en plus du livre. Et ça, bon, pour ne pas passer un an à faire des portraits, j'ai limité à 50 exemplaires, Ouais. ce qui est déjà pas mal. Alors, ouais, C'est entre déjà les rigolo. offres où tu as les 100 dédicaces à faire, plus les 50 portraits, ça va quand même t'occuper quelques petites heures de travail, Ouais. j'imagine. Ah, mais je vais un peu du boulot. Alors, pour ce qui est des portraits, ça, je peux le faire tranquillement à la maison. Et puis après, ce sera imprimé à la manière d'ailleurs sur le même support que l'exposition. C'est-à-dire que c'est un support qui est assez intéressant d'ailleurs. C'est du plastique recyclé, on va dire du PVC. Ça ne fait pas du tout plastique en fait. C'est très mat, c'est assez élégant. Et c'est une plaque épaisse de 3 mm avec Ouais, un système d'accroche. Et quand on met ça au mur, c'est très contemporain en fait, c'est très moderne. Et c'est assez beau. Et les portraits qui seront réellement seront faits en un exemplaire unique, évidemment, que je signerai par ailleurs et pour les personnes. Voilà. L'offre 3, elle est plus à destination des librairies, ou ça peut être pour quelqu'un qui veut offrir, ou les deux? Parce que c'est 3 exemplaires. Ah non, là c'est vraiment pour les particuliers. Les libraires, donc dans ce système de partenariat à destination des libraires, cette campagne libraire est séparée de la campagne Ulule, à savoir qu'on va l'activer au mois de janvier. On laisse passer les fêtes parce que les libraires, D'accord. fin d'année, Oui. les libraires en fin d'année, c'est même, voilà, ils sont sous l'eau. Hein. Donc, on laisse passer les fêtes et on fait la campagne de sensibilisation, de partenariat au titre au mois de janvier. D'accord. Tout ce qui est là, vraiment, sur la campagne Ulule, c'est destination particulier. L'offre avec 3 livres, c'est simplement de permettre aux gens, s'ils ont envie de l'offrir autour d'eux, d'avoir un prix. Parce qu'on exerce ça, vu que c'est du financement participatif. C'est très intéressant. Hein. Vous savez qu'en France, on a le prix unique du livre. Oui. C'est-à-dire que qu'on achète son sur Amazon dans une librairie de quartier, le livre est au même prix. Ça, c'est une loi propre à la France, qui fait partie de notre exception culturelle. Et ici, on peut jouer là-dessus parce que sur Ulule, on fait appel au financement participatif. C'est-à-dire qu'il est possible de faire un prix pour l'achat de 3 livres, ce qui ne serait pas possible de faire dans le commerce. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout là, à on fait. peut le faire parce qu'en fait, c'est une partie un soutien financier. Ouais, on le voit bien, nous, dans notre milieu, le jeu de rôle, quasiment tout fonctionne en financement participatif, et tu as effectivement ces remises sur les prix avant que ça arrive en boutique, quoi. Mais bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai que quand on connaît bien, comme toi, et puis je pense une grande partie de ceux qui vous suivent, le monde du jeu et du jeu de rôle, c'est un monde que tout le monde connaît bien, ce monde-là du participatif. Sans financement participatif, c'est clair qu'il n'y aurait pas grand-chose, en fait. Ou différemment. Voilà, clairement. Ah ouais, c'est certain. Sur l'édition, c'est un public, je parle des lecteurs, en tout cas de ceux que moi je connais, tout ce réseau-là, qui est encore assez peu sensibilisé à ces formes-là. Hein. C'est quelque chose qu'ils découvrent aujourd'hui sur le livre, pour la plupart. Mais je reviens sur la dernière offre que vraiment je trouve excellente, hein, pour que des associations puissent s'emparer du projet avec l'expo qui va avec, faire de la médiation culturelle et autres. Ça, c'est vraiment intéressant. Et ça, c'est aussi ce côté, on est challengé à inventer un petit peu, ok, on a la main, qu'est-ce qu'on peut faire? Je trouve qu'on peut aller, ça c'est très excitant. On y réfléchit collectivement, puisque c'est un projet collectif. Alors surtout avec les porteurs du projet, avec Lisa Bienvenue que je citais tout à l'heure,
beaucoup réfléchi à ça ensemble, à ce qu'on pouvait faire, à ce qu'on pouvait proposer de différent de ce qu'on peut trouver d'ordinaire lorsqu'il s'agit d'un livre, en fait. Et ça fait partie aussi de l'excitation créative que permet ces alternatives, je trouve. Bah, écoute, donc il reste, alors au jour où on enregistre, donc il reste 19 jours, donc quand vous aurez la diffusion, il restera Oui. peut-être un petit peu moins de temps quand même, on va dire une douzaine de jours, ce qui sera quand même Oui. encore confortable, Oui. et on est Oui. quasiment à la moitié donc, de ce qui est demandé, donc ouais, ça progresse doucement mais sûrement, comme on Oui. dit. Non, pour l'instant, tout va bien pour l'instant, mais comme je disais tout à l'heure, on n'est jamais sûr de rien et on a besoin de tout le monde, en tout cas de tous ceux que ça intéresse, ça c'est certain. Un beau projet, oui. N'hésitez pas à le soutenir vraiment, parce que c'est un beau projet, ce sera un bel ouvrage. Vous pouvez le commander en cadeau de Noël, livré en retard, mais bon, il n'y a pas de raison. Et voilà, et soyez assurés que oui, en plus, une livraison au printemps 2024, alors dans le milieu des financements participatifs, c'est un délai qui est plutôt court. Hein, souvent, on a des choses, des gens qui attendent encore des livraisons de souscription qui ont eu lieu il y a 1 ou 2 ans. Non, là, vous êtes sûr de l'avoir au printemps, donc n'hésitez pas à y aller. Oui. Et tout le monde, évidemment, est bienvenu. On a besoin de tout le monde. On a besoin, en tout cas, de l'attention et du partage et de la contribution dans ces projets-là. Ça, c'est une évidence. Bah écoute, en tout cas, le message est passé. On arrive tout doucement sur la conclusion de notre petit entretien. Alors, avant que voilà, on se dise au revoir et autres, déjà, bon, je pense que Yannick et moi, on a lu l'ouvrage 9 vies de la princesse Gaïa. Là, tu me diras ce que tu en as pensé, toi. Moi, comme je te disais, au niveau des récits, je trouve que même s'ils sont tu sais, pas décousus, mais qui sont en décalage les uns avec les autres, il y a quand même quelque chose, des personnalités qui se renvoient les unes aux autres. Et personnellement, j'ai adoré. Bon, c'est pas parce que tu es là. Comme ça, vous saurez tout sur les coulisses. On avait déjà enregistré cette émission avant. On l'avait déjà dit avant. Mais c'est pas grave. En fait, on a surkiffé le truc. Voilà, ça c'est dit. Très bel ouvrage, une lecture très agréable. Et puis oui, c'est surtout sur la variété des styles, des genres et des histoires qui est assez fabuleuse et étonnante. Ah, ça, en plus, pour des rôlistes comme nous, ça encore, c'est du pain béni, quoi. Si tu veux construire une histoire, moi, ce que j'apprécie aussi, c'est le petit détail jusqu'à la déclinaison du prénom Gaïa selon les différentes époques et les différentes cultures, qui est très sympa. De trouver des sonorités ou des déclinaisons en fonction des cultures. Différents aussi, ouais. Effectivement, c'était amusant de chercher ça. Ça, c'est quelque chose qu'on a cherché. J'avais des propositions, mais ce sont les auteurs de chaque chapitre qui ont tranché sur le prénom et qui devient le titre du chapitre, du coup, à chaque fois. Ouais, c'est ça, en plus. Et ça pourrait faire une série de fiction. Il y a un truc complètement. Moi, je me dis, il y aurait des trucs à creuser, ça peut être une adaptation incroyable en série. Ouais, en série animée, effectivement, ça une petite série animée, ce serait sympa. Ah ouais, carrément. Avec 9 courts-métrages ou... Il y a une piste à creuser. L'adaptation animée, il y a une piste à creuser. Adaptation animée. Pièce de théâtre. En pièce de théâtre, ça peut être particulièrement intéressant pour les différentes personnalités de Gaïa, en fait. Vraiment, ça accrocherait nickel. Là, ce serait voilà. Là, on est en train de partir. Mais ceci dit, moi, je pense que il peut se passer des trucs avec un livre comme ça, parce que c'est inspirant, on peut s'en emparer aussi, je veux dire, ce que font ces adaptations. On verra bien. Alors, petite question plus personnelle, avant que on se fasse les petits au revoir qui vont bien. Est-ce qu'on te croisera en festival, genre par exemple le Salon du Livre à Montreuil, pour pas le citer, qui est le salon français pour la jeunesse? Oui, alors ce salon, il démarre la semaine prochaine, c'est-à-dire... j'ai pas la date, enfin, il se situe autour du premier week-end, c'est-à-dire là, le 1er, le 2, le 3 décembre. C'est le 2 et le 3, ouais. Ouais, c'est ça. Et moi, j'y serai, évidemment. Je dis évidemment, puisque c'est le salon qui accueille Gaïa, puisque Gaïa est un peu le grand livre vous avez compris, de Little Urban. Donc, nous serons tous présents. Tous les auteurs du livre, nous serons tous là. Nous serons là en dédicace le dimanche sur le stand de Little Urban, si on veut nous croiser. Nous y serons également le lundi, qui est une journée professionnelle. Alors, je crois que c'est surtout le dimanche qu'on peut nous trouver.
Ouais. Et puis en partie pour certains le samedi. Moi, j'y serai surtout le dimanche et le lundi, voilà. À titre personnel. Et c'est le grand rendez-vous de la littérature de jeunesse. Hein. C'est l'équivalent du Salon d'Angoulême à bande dessinée, pour donner un pendant. Ça se tient à Montreuil, région parisienne. Et oui, nous y serons. Bon, bah écoute, si vous avez la chance d'être dans le coin, n'hésitez pas à y aller, en tout cas. Comme ça, vous pourrez voir la chance que vous aurez, vous pourrez voir tous les auteurs et autrices de, de Gaïa. Malheureusement, je ne pourrai pas y être cette année. Voilà, on ne fait pas tout ce qu'on veut tout le temps, hein, mais une autre fois de toute façon. Parce que c'est vrai qu'à force de faire des entretiens et autres, on commence à connaître pas mal d'autrices et d'auteurs romans, jeunesse, young adultes, etc., qui y vont régulièrement. Donc je pense par exemple, ça c'est des petits coucous personnels, j'en profite, David Brie, Estelle Faye, voilà, par exemple, je pense à vous, hein, voilà, hop, des bisous, ça c'est fait. Voilà. Écoute, tiens, moi j'en profite pour faire un petit coucou à Lisa, tout simplement. Lisa Bienvenue qui porte le projet avec les plumes de brigands pour les balnéaires. Voilà. Salut Lisa. Comme ça, c'est passé. Écoute, il me reste à vous remercier tous les deux d'avoir accepté la petite invitation et puis de papoter pendant cette bonne heure passée largement sur Gaïa et puis du coup les balnéaires. Et puis du coup, il nous reste à te souhaiter le meilleur pour la suite, pour toi Régis, et puis pour toutes les autrices des balnéaires et auteurs et autrices de Gaïa pour l'accueil du public à Montreuil, entre autres. Merci Yannick, de toute façon on se refera d'autres trucs, hein, que ce soit chez toi ou chez moi, hein, comme on dit. Oui, c'est bon. Voilà. Il n'y a pas de souci, on fera encore plein d'autres vidéos et d'autres chroniques. Exactement. Et puis Régis, si tu veux revenir pour l'accueil après les balnéaires, une fois que ça sera sorti, pareil. Ah ce serait avec plaisir. Que le bienvenu. Avec plaisir. Merci. Voilà. Merci tout plein, et puis à très bientôt pour d'autres cartes blanches biblio. Salut, salut. Ciao.